L'invité de Radio Saint-Baume est Johan Flores. J'ai eu le plaisir de vous avoir il y a quelques mois pour la sortie du tome 1 de CG DF 2032-2012. Bonjour Johan. Salut Laurence, je suis de nouveau super content de faire une interview pour Radio Saint-Baume. Donc écoute, en avant pour les questions. On va parler tout de suite de votre tome 2, CG DF 2032-2012, conséquences. Alors on ne peut pas trop dévoiler le volume 1, mais on retrouve en fait notre héros en pleine guerre et l'avènement du nouveau monde libre. J'ai trouvé ce tome 2 encore une fois très réaliste pour de la science-fiction, vivant une relation du héros avec son fils et parfois très sombre puisque l'on éprouve avec le héros des sentiments comme la haine de la guerre d'un côté et puis l'amour paternel de l'autre, un personnage qui devient plus humain en quelque sorte. Au fil des pages, le héros a un besoin naturel, on va dire. Bon, il a faim. Johan, pourquoi Bambi ? Alors pourquoi Bambi ? Elle est bien cette question. Pourquoi Bambi ? Parce que on est à un stade de l'histoire où le personnage doit se nourrir. Et vu les dégâts qu'il a subis juste avant, il lui faut une masse assez importante de nourriture, comme je l'explique. Et c'est vrai que il faut que je me nourrisse. Alors j'ai pris Bambi, oui c'est vrai que c'est un peu un symbole d'innocence et de douceur, on va dire, dans ce monde. Mais ça montre aussi, ça fait un peu un parallèle avec le fait que la vie, elle est pas juste, la vie, elle est insensible, la vie, elle est impartiale. Des fois, ça tombe sur des gentils et ça pas tout le temps sur des méchants. Donc voilà, c'est un peu une illustration de l'injustice, un peu de la vie qu'il peut y avoir aujourd'hui dans notre société à nous. Que va-t-on découvrir dans ce tome 2 sur le personnage et sur l'histoire ? Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir dans le tome 2 ? Alors c'est vrai que le tome 2, il est plutôt riche cette fois-ci. Le tome 1, il mettait en place l'histoire avec et ça commençait à chauffer, on va dire, au début de même vers la fin du tome 1. Là, le tome 2, on est en plein dans l'action, on est en plein dans l'ambiance. Ça redémarre juste après la fin du tome 1, donc cette fois-ci, on y va tête baissée. Ce qu'on va découvrir, c'est on accentue un peu plus la nuance des personnages. On va voir que le héros, finalement, est-ce qu'on peut vraiment le qualifier de héros ? C'est contestable et c'est même discutable. On va découvrir de nouveaux personnages. On va se placer, on va changer de point de vue aussi. On va se mettre à la place du héros, mais on va aussi avoir le point de vue du côté de l'ennemi. On a un passage qui est consacré carrément à un personnage de l'armée ennemie. Donc voilà, on va encore avoir des personnages. On va avoir la rencontre à plusieurs moments. On va rencontrer. J'aime bien mettre en scène aussi des ados ou des enfants, parce que je trouve que ça donne une force dans les livres. Quand on prend par exemple les films d'horreur ou les trucs comme ça, dès qu'on fait jouer des enfants dans un film d'horreur, le film prend une autre tournure. On a beau savoir que c'est faux, le film prend une ampleur énorme, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire aussi dans ce livre, puisque la guerre n'épargne personne. Et on va avoir des personnages avec des caractères différents. Alors ça montre aussi une facette de moi, c'est mon côté enfant qui grandit pas, mais dans un monde de violence et d'adultes. Et comme ça on va rencontrer des personnages donc jeunes en général, et on va voir il va y avoir plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'il va y avoir un point de vue d'un enfant qui subit complètement la guerre, d'un ado qui subit la guerre avec tout ce que ça peut impliquer de grave. Et il va y avoir aussi des personnages qui, eux, par contre, se sont retrouvés au milieu de tout ça, et ils sont seuls face à eux-mêmes, et qui vont, par contre, eux, se débrouiller et d'être très ultra démerdards, voire même presque dangereux en ayant un âge... en ayant moins de 10 ans, quoi, en se montrant vraiment c'est des survivants, quoi. C'est pour montrer il y a des gens qui subissent et il y a des gens qui survivent.
Voilà, et quand c'est représenté, je voulais le représenter avec sous la forme des enfants parce que la- c'est l'innocence pure d'un enfant et les mettre là aussi un peu comme Bambi, hein. C'est voilà les enfants Bambi, il y a des parallèles à faire et les mettre face à des dangers aussi énormes, ça permet non seulement de découvrir l'horreur de la vraie horreur de la guerre, mais ça permet aussi de me découvrir à moi en fait. Le héros va se découvrir parce il va avoir des moments d'hésitation, mais ça va être des moments durs parce que il les rencontre dans des contextes très particuliers et enfin, il est mis à rude épreuve. Comme dans la vraie vie, moi j'ai travaillé pendant des années avec les enfants et c'est un peu la même chose dans la vraie vie. Je veux dire, quand on travaille dans un centre de loisirs ou quoi, les enfants nous mettent à l'épreuve, hein. Je veux dire, il n'y a pas meilleure, y a pas meilleure source pour se connaître qu'un gamin, quoi. Je veux dire, les petits, ils nous mettent face à nous-mêmes et face à nos erreurs, face à nos mauvais côtés, face à notre caractère, face à ci, face à là. Et moi j'ai toujours aimé une phrase que j'avais entendue dans une conférence sur l'éducation populaire, où c'était en Amérique du Sud, c'était un éducateur, un pédagogue, ouais, un pédagogue, et il disait il expliquait les relations humaines en fait entre un maître et un élève, entre un professeur et un élève, entre un parent et un enfant, voilà. Et il expliquait que dans le cas de l'animateur et de l'enfant, les gens font un faux parallèle en croyant que le plus vieux a toujours une ascendance sur le plus petit, alors qu'en fait, en pédagogie, on peut dire que les deux sont alternativement éducateurs. Voilà, c'est une petite phrase à faire réfléchir, c'est une petite phrase à faire, à se dire que ben, on peut apprendre aux enfants autant que ce qu'ils peuvent nous apprendre inconsciemment, mais sur nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe en fait c'est ce qui se passe en fait dans le livre, c'est que ces rencontres-là que j'ai à deux moments sont très particuliers, sont très particulières, pardon. Et c'est vrai que voilà, ça change aussi pas mal la donne sur comment est le personnage, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il fait. Il va évoluer au milieu et puis il va rencontrer des personnages qui sont à la fois sympas, il va rencontrer des gens qui sont un peu instables, il va rencontrer des fous, il va rencontrer donc voilà, il va rencontrer tout un panel de personnages nouveaux mais qui en soi ils sont autant détestables qu'attachants en fait. C'est vraiment on est vraiment dans le paradoxe absolu où les méchants sont méchants, mais ils ne choisissent pas d'être méchants. Il y en a, c'est parce que c'est leur job, il y en a, c'est parce que ben, ils sont sous l'oppression d'un dictateur. Donc en fait, c'est des méchants qui le sont par obligation, mais qui ont peut-être pas forcément envie de l'être. Et c'est tout le livre tourne autour de ça, toujours avec beaucoup d'action, avec beaucoup avec beaucoup cette fois-ci on est un peu plus dans le gore quand même, hein, on rentre un peu plus dans l'action, c'est-à-dire que mon personnage va à quelques moments vraiment péter un plomb, c'est-à-dire c'est qu'un personnage qui n'aime pas du tout l'injustice, et quand il va y faire face, il va complètement péter un plan parce que pour lui, bah, il faut rétablir un équilibre. Donc quand on s'amuse à tuer 20 personnes, et ben lui, il va tuer 20 méchants, quoi. Il devient un justicier, mais c'est pas bien non plus, tu vois. Il est aussi dans sa tête, il est perturbé un petit peu lui aussi, quoi. Voilà. Voilà, il devient un justicier, mais il devient un justicier, mais il vaut pas mieux finalement que tous ceux qu'il est en train de tuer. C'est voilà, c'est tout le fond de l'histoire. C'est-à-dire que t'as un héros qui veut rétablir la justice, l'équilibre, mais que les méthodes dont il le fait, bah, des fois, il vaut pas mieux que ses assaillants, quoi. Voilà. C'est en gros ce qu'on va retrouver dans le tome 2. Mais cette fois-ci, on a un peu moins le côté conversation avec le doc et l'enfant. Voilà, puisqu'en fait les communications sont coupées à cause de la guerre et d'autres événements. Donc ça fait qu'en fait tout ce tome 2 finalement, on ne verra quasiment pas, on n'entendra quasiment pas parler du doc et de l'enfant, si ce n'est par des petites références comme ça de temps en temps, des petits coups de nostalgie que le héros a et qui repense à eux.
Voilà. Mais on va aussi apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le personnage. Il va y avoir de très grosses remises en question. On va apprendre des choses sur son passé. On va apprendre comment il en est devenu cet être finalement qui est assez froid et insensible, mais qui pourtant a un cœur en or et qui demande que à en donner au monde entier, quoi. C'est voilà, c'est vraiment l'armure devant lui qui est affreuse et que personne n'arrive à percer. Et ça, c'est encore des petits parallèles avec ma vraie vie. Johan, quand tu dis à un moment donné, soit un héros pour l'être humain ou croire en l'humanité. Un tome 2 beaucoup plus sombre que le premier, avec des sentiments plus profonds. Qui parle à ce moment-là? Est-ce le héros ou est-ce l'auteur? Alors là, évidemment, c'est l'auteur qui parle. Là, cette question-là, c'est clair et net, c'est moi. C'est pas le personnage qui parle. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu dur, un peu abandonné, malheureusement, où les gens se font un peu manipuler, ou voilà, ils se font un peu avoir partout et rien à la fois, alors en fait, on se rend pas compte aujourd'hui du pouvoir qu'ont les gens s'ils sont ensemble. Mais on leur a tellement appris pendant des années à ne pas l'être qu'ils se déchirent, et donc du coup, c'est plus facile d'amener où on veut un mouton par-ci par-là qu'un troupeau entier. Un troupeau entier, ça demande d'être coordonné, et encore le troupeau, il peut se rebeller. Donc non, là c'est clairement l'auteur qui parle. Quand il dit soit un héros pour l'être humain, bon, un héros, là pour l'instant le héros il est dans le livre, hein. En vrai, on peut pas être un héros pour l'être humain, enfin on peut pas ou on veut pas, hein. Moi dans mon cas, je peux pas et je veux pas être un héros, loin de là. Mais croire à l'humanité, ça oui. Ça oui, l'humain a ce pouvoir fantastique qui peut autant créer la vie que la détruire. Là, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'il y a, toutes les conférences sur le climat, le machin, on est plutôt tenté de penser qu'on est en train de le détruire, mais on a les capacités aussi de faire vivre. L'humain a cette force incroyable d'avoir autant le pouvoir de la vie que de la mort dans ses mains. C'est dangereux, c'est dangereux parce que du coup, on s'amuse à jouer un peu à Dieu et on fait tout et n'importe quoi. Mais il faut pas perdre. Moi, je perds pas espoir. Je suis quelqu'un je suis quelqu'un de positif en permanence. C'est-à-dire que n'importe qui sur la planète a sa petite flamme en lui, a son petit éclat de génie en lui. Tout le monde peut apporter quelque chose aux autres. Autant comme je disais tout à l'heure avec les enfants et les liens entre les enfants et les adultes où ils sont alternativement éducateurs, c'est exactement pareil mais avec tout le monde en fait, hein. Je veux dire, tout être humain sur Terre peut apporter quelque chose à l'humanité, une idée, un machin. Enfin, je veux dire, on le voit, on a des petits génies qui sont partout dans le monde, et là, il y a, rappelez-vous, enfin, quand il y a un enfant, il arrive d'un pays défavorisé comme l'Inde, et pourtant le petit c'est un génie en maths, et il arrive à monter, et à finir dans des grandes écoles américaines, et faire de la science ou de la biologie. Enfin voilà, je veux dire, donc comme quoi, il faut exploiter, il faut que tout le monde en fait arrive à exploiter sa propre lumière et se dire dans quoi je peux apporter une solution et pas avoir honte d'apporter la solution, pas avoir honte de proposer. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le problème c'est qu'on juge très vite, trop vite. Surtout chez nous en ce moment que c'est en train de partir en live. Au niveau de l'humour on peut plus rien dire, au niveau de ses opinions on peut pas dire. Je veux dire, nous en France on peut pas parler politique sans que ça parte en cacahuète, on peut pas parler argent sans que ça parte en cacahuète, on peut pas parler religion sans que ça parte en cacahuète, parce qu'on est toujours en train de faire du jugement de valeur. On n'arrive pas à rester impassible face à des gens qui ont un avis différent de nous. Alors que c'est dommage parce que c'est pas parce que vous faites un débat sur la religion ou un débat sur l'argent aussi c'est un gros problème en France, parce qu'en France une personne qui a de l'argent c'est presque mal vu, on a honte de parler d'argent en France, alors qu'une personne qui a de l'argent c'est une personne qui a réussi sa vie, donc on devrait être content pour elle. Mais on est rattrapé par la jalousie et l'envie de vouloir s'accaparer son pognon à cette personne et se dire ah tu vois ils ont réussi à rien faire, etc., et machin et blabla.
voilà, c'est des débats, c'est des débats, mais il faut en parler. Il faut en parler et il faut que les gens apprennent à se redécouvrir eux-mêmes. Il faut arrêter de toujours s'appuyer sur ce qui se passe à la télé, machin. Allez parler avec des gens et vous allez voir que peut-être vous êtes porteur d'une petite lumière au fond de vous qui peut aider d'autres personnes et vous le savez pas. Voilà, moi je sais que je suis quelqu'un qui suis beaucoup à l'écoute. Je suis un peu comme un confident, un peu comme quelqu'un qui, voilà, qui écoute les histoires des personnes un peu en détresse et qui essaye un peu de les aider à mon niveau évidemment parce que j'ai pas tous les pouvoirs pour ça, mais de les aider, comment dire, de les aider à conscientiser un peu leurs problèmes et de chercher avec eux d'où ça peut venir. C'est un peu comme un travail de psy, mais en beaucoup plus simple. C'est-à-dire que moi je suis un ami, donc avant tout j'apporte un réconfort affectif, pur, innocent et simple. C'est voilà, un réconfort affectif. Quelqu'un va mal, je suis là pour lui, point. Et après on peut essayer un peu de discuter, de trouver des solutions, voilà, parce que mais encore une fois, enfin, c'est très limité, mais c'est très limité. Mais après, quand on connaît bien ses amis, c'est vrai qu'on peut se permettre des fois d'aller dans des zones où normalement les gens n'ont pas le droit d'aller, mais nous on y va parce que justement on a un lien très particulier avec eux, quoi. Hein. Nos amis, c'est la famille qu'on a choisie, hein. C'est la famille qu'on a créée. Donc voilà. Donc oui, c'est l'auteur qui parle et qui même s'adresse pas qu'à une personne, qui s'adresse à tout le monde pour leur dire vous pouvez croire en l'humanité. Faut juste fouiller. C'est long, c'est chiant, mais il y a quelque chose toujours à trouver. Il y a toujours un trésor quelque part. On te sent attaché à certaines valeurs hein, et tu le fais très très bien passer dans l'histoire. Tout ce qui est dit plus haut, Johan, est-ce une constatation de la société que tu transposes dans cette histoire ? Alors oui, oui, tout ce que je dis, c'est vrai que c'est un peu une transposition de la réalité, malheureusement. Hein. Mais vous remarquerez que je parle très peu des civils dans le livre. Je prends rarement la vie des civils pour cause je n'en croise pas tellement. Parce que justement, voilà, c'est ça la société. C'est il y a une guerre et malheureusement la population sert à rien. La population n'est pas armée. La population, surtout nos générations à nous, enfin les dernières, du moins ma génération par exemple n'a pas connu le service militaire, tout ça. Donc nous demain il y a la guerre, à part se cacher, on ne saura pas quoi faire. Ou alors si on prend un surplus de courage à quelqu'un et qu'on se met à voler une arme et à tirer sur les soldats, mais enfin, voilà. C'est pour montrer aussi la société qui est complètement soumise en fait à ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Je veux dire, c'est même pas, c'est un constat, quoi. Je veux dire, c'est triste et les gens vivent dans la crainte, les gens vivent les gens vivent dans la peur, ils vivent dans l'insécurité, alors que il n'y a pas vraiment de raison. Je veux dire, il suffit juste d'ouvrir la parole, quoi. Mais de tomber sur des personnes qui feront des groupes qui permettront de s'agrandir, etc. Et d'ouvrir vraiment Moi, voilà, je pense qu'on peut tout résoudre par la parole. Si je m'écoute, évidemment, on a un côté très partagé. Moi, si je m'écoutais, il y a évidemment des fois où je ne résoudrais pas les choses par la parole. Je serais un peu plus sec, directif et violent. Mais pas tout le temps. Je veux dire, c'est pour moi la parole, ça reste quand même un peu. C'est quand même un outil incroyable. Je veux dire, ça nous permet de nous comprendre, ça nous permet voilà, ça nous permet. C'est une arme. La parole est une arme. Elle peut blesser et elle laisse des traces qui se réparent pas. Hein. C'est voilà, se prendre un coup de poing dans la gueule. Bon bah écoute, après tu as un bleu, puis ça se répare et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais quelqu'un qui te sort une parole assez grave et qui te plante au cœur,
En général, ça se répare pas, ça se soigne pas, ce genre de choses. On peut la mettre de côté en stand-by, essayer de faire comme si elle n'était pas là, mais elle sera toujours là et elle aura toujours des moments. Elle va choisir toujours le moment le plus critique pour hop, tiens, regarde, te rappelles, je suis là. Donc oui, oui, pour moi, c'est la société. C'est la société d'aujourd'hui. C'est même peut-être plus que c'est la société vers laquelle on va. Voilà, c'est la société. C'est dommage, c'est la société qui ne se base que sur la télé, qui ne se base que sur. C'est la société qui se laisse porter et qui a pas la force de trouver la curiosité d'aller fouiner quand quelque chose leur paraît bizarre. Voilà. Quand des fois tu regardes la télé, tu dis ah tiens ça, ouais, ça a l'air louche quand même. Bah va fouiner, va regarder, tu cherches. Après peut-être que c'est un tort, mais peut-être que ça peut t'aider aussi. Voilà, comme il y a eu plein d'affaires qu'on a déjà vues à la télé, que c'était certifié, signé sur le papier, que tout le monde avait tort, et hop, finalement, 2 ans plus tard, on se rend compte que ah non, mais finalement, vous voyez, c'était pas pareil. Il faut suivre, il faut qu'on retrouve un peu nos instincts. Ouais, il faut qu'on retrouve un peu qui on est. Il faut rappeler qu'à la base, quand même, au-delà, même si beaucoup de gens ont de mal à le croire, on est quand même des animaux, on est juste des animaux développés, mais on est des animaux. Et comme tous les animaux, on a un instinct, mais cet instinct, on l'a tellement plus cultivé depuis, que c'est ça qui fait que quand on a des situations désespérées, on est désespérant nous-mêmes, quoi. Je veux dire, alors que dans une situation désespérée, vous pouvez avoir un sursaut de courage, un sursaut de force, un sursaut de rapidité, un sursaut de génie, ouais. Non, voilà, tout ce qui relève de l'instinctif, du feeling, c'est des notions qu'il ne faut pas perdre parce que pour moi c'est quelque chose de super important aujourd'hui, à notre époque, dans le contexte dans lequel on vit, et les gens en général qui ont un bon instinct ou un bon feeling, ils ont déjà un coup d'avance sur les 90% autres personnes qui les entourent, quoi. Comme le tome 1, le tome 2 est 100 ans mort, très actuel et on adore ça. Alors comme le premier tome, tu as été entouré pour la logique, la véracité de tes propos. Pour rappel, qui sont ces personnes ? Alors c'est vrai que pour le tome 1, je me suis, comme on avait dit, c'est vrai que je me suis entouré de personnes qui ont un regard assez scientifique et assez logique sur l'histoire. Ces mêmes personnes ont été présentes pour le tome 2, en tenant compte évidemment qu'on est dans la science-fiction, donc j'ai quand même une marge de manœuvre assez importante, mais je voulais quand même rester assez concis. Mais j'ai fait un peu moins appel à eux cette fois-ci, puisque dans les phases d'action, j'aime beaucoup le spectaculaire, hein. Je suis quelqu'un qui suis fan de tous les films à spectacle, donc tous les Marvel, les Luc Besson, les machins. Voilà, j'adore le spectaculaire où ça explose de tous les côtés, puis le héros il fait son entrée en grande pompe, machin. Voilà, je suis un grand fan de ça. Et c'est vrai que, mais j'ai toujours fait appel à mes amis pour la lecture. Mais cette fois-ci, j'ai changé un peu, c'est-à-dire que certains passages, notamment les passages que je trouve qui sont violents, puisqu'il y a des passages qui sont un peu violents quand même malgré tout, je les ai envoyés à plusieurs personnes. Toutes plus différentes les unes que les autres, hein. Il y en a certaines qui sont, actuellement, qui sont même en Australie et qui sont parties travailler en Australie, mais je voulais avoir un avis parce que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je rencontre des personnes dans la rue par rapport à des amis, quand je rencontre des personnes, en fait, il y a des gens qui me dégagent quelque chose, qui me disent tiens, tu vois, t'as l'air intéressant, toi. Donc je vais fouiner. Donc je cherche à te connaître parce que j'aimerais bien qu'on soit collègues, parce que ton point de vue m'intéresse. Et c'est comme ça qu'après quand j'écris le livre, eh bien j'envoie à certaines personnes en particulier qui ont un regard avec lequel on est à peu près linéaire et on est correct tous les deux. Donc je leur envoie. Ou à ces personnes-là, il y a des personnes qui sont radicalement différentes, qui n'ont rien à voir, pour voir si elles accrochent aussi, si ça leur plaît, si c'est pas trop violent, si c'est pas trop... Voilà. Donc c'est vrai que là, pour ce coup-ci, on va dire que je me suis un peu moins entouré de la science,
plus que maintenant, mais toujours un peu quand même, hein, évidemment. Et je me suis surtout un peu plus entouré par contre de lecteurs, oui, d'un panel de lecteurs en fait, qui m'aident à retranscrire et à corriger quand quelque chose ne va pas, surtout dans des passages un peu virulents. Voilà. Mais généralement, j'essaie de l'envoyer à des personnes qui sont différentes de moi, des personnes plus jeunes, des personnes plus vieilles, histoire d'avoir un avis vraiment général. Alors tu disais tout à l'heure qu'il y avait des passages assez violents, alors je me suis même cru à un moment donné dans le film de James Cameron, Terminator, rapide, efficace dans le ménage. Toi Johan, tu pratiques un sport de combat ou tu as fait appel à un professionnel ou c'est simplement ta vision du combat? Carrément, ce James Cameron, putain, c'est bien ça. Alors je profite, Luc Besson, si jamais vous nous entendez, je crois que j'ai un scénar pour vous. Voilà. Voilà, c'est fait, je lance appel. Je lance un appel. Non, oui, c'est vrai que... Alors pour tout ce qui est les phases de combat et tout, moi par contre je suis en adoration j'adore les films chinois, j'adore... Enfin, je suis un très grand fan depuis que je suis tout petit, par contre, c'est de Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee, même les nouveaux là qui arrivent, Donnie Yen, il y a eu Tony Jaa, il y a eu Chuck Norris quand il faisait Walker Texas Ranger. Donc voilà, donc tout, j'adore les sports de combat parce que j'aime, mais pas pour le côté puissance. J'aime surtout, par exemple, mes deux préférés c'était Jet Li et Jackie Chan parce que c'est pour les chorégraphies. Moi j'aime quand on voit le mec il se projette contre un mur, il fait des saltos, il y a des coups de pied, on sait pas d'où ça sort. Enfin, moi je trouve ça magnifique, ça me fait rêver en fait. L'art martiaux c'est comme une danse, mais une danse d'attaque en fait. Voilà, et je trouve ça super. Donc oui, et il y a des années de ça maintenant, ça remonte à une dizaine d'années à peu près, mais j'ai fait de l'aïkido et j'ai fait du taekwondo pendant quelques années, donc c'est vrai que tout ce que j'ai pu apprendre du taekwondo et de l'aïkido, c'est ce que je retransmets dans le roman, quoi. C'est ce que je sais, c'est ce que j'ai vu aussi, parce que c'est une grande partie, je suis pas capable de faire tout ce qui est marqué dans le livre exactement, hein, mais oui, c'est beaucoup inspiré de ce que j'ai vécu moi, parce que là, quand on apprend à faire, je sais pas moi, quand on apprend à faire un coup de pied sauté retourné, ce qu'on appelle un pi 360, quand on apprend à faire un coup de pied sauté et qu'on envoie une jambe en l'air pour frapper et qu'on arrive à le faire, sur le coup on se sent un peu pousser des ailes, on se dit waouh, c'est cool, j'arrive à faire comme dans les films, quoi. Voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est tiré de mon vrai vécu en partie, et c'est tiré aussi évidemment des scènes de films de combat que j'ai vus, parce que le cinéma chinois d'action, j'en ai bouffé. Oui, c'est quelque chose que je regarde énormément en boucle. Je prends des films avec Jet Li, je sais pas moi, le Roméo doit mourir, ou même des films plus vieux. Là, il y a pas longtemps, j'ai re-regardé Taichi Master et La boxe de l'homme sous, ça c'est avec Jackie Chan. Bon, c'est des films que j'ai beau revoir. Ça, c'est des vieux films qui se passent dans la Chine pauvre, etc. Même il y en a qui se passent dans l'époque médiévale. Je me régale, c'est vraiment un bonheur visuel à voir, que j'essaye de retransmettre dans le roman, mais visiblement qui a l'air de marcher, donc tant bien, on va continuer. Alors oui, Luc Besson est un fidèle de Radio Sandboom, tu en as parlé tout à l'heure, tu as un scénar pour lui. Justement, tu es prêt pour une adaptation au cinéma ? Ça serait bien. J'avoue que je pense qu'au cinéma, ce serait ça ferait une bonne trilogie pour cette histoire. C'est vrai que je lance un appel, écoutez, hein, on verra bien, hein, je lance un appel à qui se sentirait de produire un gros film de science-fiction, un thriller de science-fiction français. Donc c'est pour ça que je m'adresse qu'à Luc Besson. Il n'y a que lui qui en est capable. Mais oui,
c'est vrai que ça serait, enfin, je pense que c'est le rêve. J'avoue, c'est le rêve de toute une vie. Si j'arrive à faire ça, c'est bon. J'arrête là, quoi. Je veux dire, ce serait parfait. C'est un peu les critiques. En général, c'est les critiques que j'ai en retour des personnes qui ont lu le livre, c'est que les gens me disent qu'ils voient clairement un film, en fait. Les scènes, elles défilent devant leurs yeux comme s'ils étaient en train de regarder un film. Donc ils en oublient même qu'ils sont en train de lire, ils sont tellement à fond dedans que voilà. Mais oui, ça me ferait vraiment, 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 vraiment plaisir de pouvoir faire une adaptation en film, une adaptation évidemment fidèle, mais qui viendrait peut-être ajouter une touche un peu particulière dans le cinéma, parce que c'est vrai que c'est assez nouveau, je pense. Ça reprend un peu ça reprend évidemment des codes connus, mais dans un contexte un peu particulier. Puis en plus, ça aurait l'originalité d'être français, puisqu'on n'est pas, la France n'est pas tellement connue pour des films de science-fiction mêlés avec un thriller. En plus, ça se passe dans plusieurs régions de France, ça se passe dans l'outre-Atlantique. Donc, ouais, je pense ce serait original. Ce serait pas mal du tout, je pense. Alors je reste sur l'adaptation au cinéma puisque tu es tout nouvellement établi à Québec, donc au Canada. Donc pour les scènes de cinéma, ce serait vraiment parfait. Alors, donc tu es nouvellement installé au Canada, à Québec plus particulièrement. Envie de changer de vie? Tu y fais quoi? Alors oui, depuis peu, je suis au Québec, à Québec même, dans la ville, dans le centre-ville de Québec. Ouais, j'avais envie de changer de vie, c'est ça. C'est ça, on en est là. On en est j'ai envie de voir comment ça se passe ailleurs. Je trouve que c'est une très bonne expérience pour soi. On se retrouve avec soi-même aussi. Voilà, j'avais envie un peu de briser tout ce qui me rattachait à la France. J'avais envie de découvrir autre chose. Moi, le Canada, enfin, j'en parle. Mes plus proches, les plus proches autour de moi vous en le diront mieux que moi. J'en parle depuis des années et des années. C'est un pays qui me fait rêver, et qui pour l'instant continue de me faire rêver. Et c'est vrai que je suis très content de vivre cette expérience. Et si jamais cette expérience accroche, il est possible peut-être que je revienne même pas. Donc tu y travailles, tu fais quoi? Alors actuellement, je m'occupe de la gestion immobilière à court terme, donc tout ce qui est par les Airbnb, donc prendre les réservations, les enregistrer, faire tout l'administratif, et ensuite je vais accueillir les personnes donc dans les lofts qu'ils ont loués. Voilà, donc c'est principalement ma mission. Après l'agence est sur une optique de création de chalets un peu plus haut de gamme, sur lequel je vais participer aussi activement, puisque je vais aider en fait à faire toute la mise en avant, donc faire les clips, les vidéos de présentation, les activités, etc. Voilà, donc grosso modo c'est le travail que je fais qui n'a rien à voir avec mon métier d'auteur. Mais tu vas continuer d'écrire? Est-ce que tu vas faire connaître aux Québécois ton ouvrage? Effectivement, je continue toujours à écrire. Ça ne m'arrêtera pas. C'est une passion, donc quand j'ai un peu de temps, évidemment, je me mets devant l'ordi et j'envoie un ou deux chapitres. D'ailleurs, est-ce qu'il est distribué au Canada? Je me suis présenté à la radio canadienne, effectivement, puisqu'elle est pas très loin de chez moi, donc j'y suis allé en live avec mon livre sous la main. Donc là, elle est en train de le lire, elle est en train de l'étudier, donc je vais peut-être retourner la semaine prochaine voir où ça en est. Et oui, c'est la radio canadienne, donc là ça pourrait être diffusé pas qu'au Québec, ça pourrait être diffusé dans tout le Canada. Ouais, j'aimerais bien me faire connaître au Québec aussi. Et pour tes prochaines dates de dédicaces, tu vas faire les allers-retours? Pour les prochaines dates de dédicaces, pour l'instant il n'y en a plus, puisque je ne suis plus en France, et vu que je ne sais pas où va mon destin, mais pour l'instant il ne me pousse pas vraiment à revenir. Donc il y aura peut-être plus de dédicaces en France. Si un jour si je m'établis au Canada et que je deviens un auteur à succès, on va dire entre guillemets,
Évidemment, je reviendrai faire des dates en France, de dédicaces et tout, mais pour l'instant, on va dire, ça coûte plus cher la sauce que le bouillon, donc je peux pas je peux pas faire des allers-retours comme ça pour dédicacer mes livres, malheureusement. Pour terminer, Johan, à quand le tome 3? Alors le tome 3, je voulais le sortir en juin, mais j'ai des petits problèmes enfin des petits problèmes, pas des problèmes, des empêchements, des contraintes de temps quoi, qui font que je vais peut-être prendre un peu de retard, donc je pense qu'ici sort, ça va être plus dans l'été, voire à la rentrée. Mais voilà, je suis en plein dedans. Là, j'ai déjà fait une cinquantaine de pages, je vise encore un peu comme les autres de faire un livre qui fait entre 200 et 260 pages, donc ouais, histoire que ce soit pas trop gros à transporter et pas trop long à lire. Donc oui, voilà, il est en cours, mais vous inquiétez pas, il va sortir, et une fois qu'il sera sorti, il y en a encore un qui est prévu. Pas dans le même registre du tout, mais on va. Mais j'ai pas fini d'écrire. Voilà. Merci beaucoup, Johan. On se retrouve peut-être pour le 3e tome. Eh bien, écoute, merci pour cette interview. Au plaisir de le refaire, évidemment, pour le tome 3, du coup. Hein. Très bonne journée, et on se retrouve bientôt.